Nouvelle édition sur Africable Télévision. Merci d'être à ce rendez-vous de l'actualité. Voici les titres de ce journal. Violence interconfessionnelle au Nigeria. Les affrontements entre chrétiens et musulmans dans le centre du pays ont fait 39 morts et plusieurs dizaines de blessés. Elles se sont produites dans la localité de Boukari et la population est toujours sous le choc. Nous irons au Maroc pour parler de troubles alimentaires ou envie compulsive de nourriture. Comment expliquer ces attitudes, comment reconnaître l'anorexie et que faire face à la boulimie? Élément des réponses dans ce journal. Mesdames et messieurs, merci de suivre Africable Télévision. Bienvenue dans ce journal. Actualité au Mali avec cet attentat suicide près de Gao dans la localité de Hamakouladi. 5 djihadistes se sont fait exploser près d'une patrouille de l'armée malienne. 2 soldats ont été tués en plus des 5 kamikazes. Les affrontements entre chrétiens et musulmans dans le centre du Nigeria ont fait 39 morts et plusieurs dizaines de blessés graves. Les violences interconfessionnelles sont récurrentes dans le pays. Elles sont produites dans la localité de Boukari et la population est toujours sous le choc. C'est un petit village de pêcheurs dans le nord-est du Nigeria. Baga n'est qu'une ville fantôme. Ici, il y a une dizaine de jours, de violents combats ont opposé l'armée nigériane et les islamistes de Boko Haram. Des combats qui auraient fait environ 200 morts selon les sources. La zone a été impossible d'accès pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, l'étendue des dégâts est visible, évidente, mais les faits, eux, restent controversés. Alors que je me tenais sur le pas de ma porte, j'ai vu une camionnette blanche arriver au loin et j'ai entendu des coups de feu. Je ne sais pas qui a tiré, l'armée ou Boko Haram. Je suis vite rentré chez moi et j'ai fermé la porte. La camionnette est passée dans la rue d'à côté. On ne savait pas ce qui se passait. On a juste entendu des coups de fusil et vu du feu. On s'est enfui dans les buissons. Le feu a continué du matin jusqu'au soir. On a passé 5 jours dans les buissons. Certains habitants et des responsables politiques locaux ont accusé l'armée d'avoir tiré sur des civils et d'avoir brûlé des centaines de maisons. Les images satellites d'avant et après le raid montrent de très importants dégâts. L'organisation Human Rights Watch dit avoir recensé plus de 2000 bâtiments détruits, dont la grande majorité semble être des habitations. Human Rights Watch demande l'intervention de la Cour pénale internationale, mais l'armée dément toute responsabilité et affirme que les plaintes sont exagérées. Les allégations sont bien loin de la vérité. Certes, on parle de maisons brûlées, mais en vérité, il s'agit d'une seule maison qui a brûlé. Des allégations démenties par les images désormais disponibles. Depuis 2009, les actions de Boko Haram ont déjà fait plus de 3500 morts. Mais les méthodes de l'armée nigériane ont aussi souvent été critiquées. Si les faits sont prouvés, les affrontements de Baga deviendraient l'épisode le plus sanglant de la quasi-guerre entre l'armée nigériane et Boko Haram. Armée toujours, cette fois-ci l'armée tunisienne. Ses forces continuent de traquer un groupe de djihadistes qui seraient retranchés dans la région du mont Chembi. L'armée tunisienne bombarde ce massif situé près de la frontière algérienne. Les terroristes recherchés sont accusés d'avoir blessé une quinzaine de militaires et de gendarmes avec des mines. Le groupe connu des autorités serait au nombre de 20 combattants islamistes. C'est une grosse épine qui vient de se loger dans le pied du gouvernement Jacob Zuma. La mise à disposition d'un aéroport militaire pour le mariage d'un riche indien provoque le scandale. Gupta n'est pas n'importe qui. Son père est un homme d'affaires lié au chef de l'État sud-africain. Bref, un généreux donateur de l'ANC, le parti au pouvoir. Le mariage de Vega Gupta est terminé. Les invités reprennent l'avion pour l'Inde. Mais cette fois-ci, depuis l'aéroport civil de Johannesburg. À leur arrivée pourtant, ils ont atterri sur la base militaire de Waterkloof. Un passe-droit accordé à de simples particuliers, richissimes certes, mais civils malgré tout. Nous ne voulons mettre personne dans l'embarras. Nous ne voulons pas créer d'ennuis à qui que ce soit en Afrique du Sud. Mais des ennuis, certains risquent bien d'en avoir. Le scandale dit du Gupta Gate fait la une de tous les journaux.
Qui a accordé un accueil VIP à la famille Gupta et ses invités? Qui a autorisé l'Airbus privé à atterrir sur une base militaire? Qui leur a accordé une escorte policière et exempté des droits de douane? Une enquête a été ouverte, des têtes sont déjà tombées dans l'administration, dans l'armée, mais en croire le gouvernement, ce n'est qu'un début. Nous ne laisserons rien au hasard, et toute la lumière sera faite pour savoir ce qu'il s'est passé. Tous ceux qui ont terni l'image du pays seront tenus pour responsables, quels qu'ils soient, quelle que soit leur fonction. La richissime famille Gupta est réputée proche du président Jacob Zuma. Deux de ses fils étaient d'ailleurs directeurs d'entreprises appartenant à cette famille d'origine indienne. Les Gupta sont aussi de généreux mécènes du parti au pouvoir, l'ANC. L'enquête ira-t-elle jusqu'à mettre en cause la présidence sud-africaine? Rien n'est moins sûr. Pour l'heure, les soupçons pèsent plutôt sur l'ambassadeur d'Inde à Pretoria, accusé d'avoir demandé l'autorisation d'atterrir et d'avoir triché sur la formulation pour l'obtenir. Parlons à présent de grands pas en matière de droits de l'homme. Ces grands pas sont conciliés dans un rapport validé par les États membres du Conseil à Genève. Ce résultat, le Cameroun l'a enregistré en matière de promotion des droits de l'homme. Des avancées également saluées par la communauté internationale. L'adoption du rapport du Cameroun sur les droits de l'homme s'est déroulée ce vendredi en un quart d'heure à peine, contrairement à l'échange de près de 4 heures de mercredi dernier. Ce vendredi donc, aucune objection majeure n'a été enregistrée, aucun État n'a exprimé de réserve ferme. La communauté internationale, par cette adoption, salue les efforts du Cameroun de ces 4 dernières années dans la promotion des droits de l'homme. Les pays africains ne peuvent pas avoir les mêmes standards que les pays européens. Donc, de ce point de vue, nous pensons que cet exercice a été bien fait et que le Cameroun a passé son examen avec succès. On comprend dès lors la satisfaction de la partie camerounaise. Nous devons nous réjouir de ce que, à l'unanimité des délégations présentes, donc 87 nous ont posé des questions, ce passage aura été un franc succès pour notre pays, et c'est le lieu de relever que l'action que son Excellence Paul Biya, le président de notre pays, mène de manière inlassable depuis plusieurs années, où ces actions portent leurs fruits et sont reconnues comme telles par la communauté internationale. Reste à présent au Cameroun de se prononcer sur l'ensemble des recommandations faites au cours de cet examen, en identifiant clairement celles qu'il accepte ou éventuellement celles qu'il rejette. Et c'est en septembre prochain qu'on le saura. Sur un tout autre plan, l'Union européenne va aider le Sénégal à installer un système de traduction simultanée à l'Assemblée nationale. Annonce faite par le député européen Tish Berman, reçu par le chef de l'État sénégalais, Macky Sall. On l'écoute. On a parlé surtout de deux choses. D'une part, de l'Assemblée qui a besoin de traduction simultanée, parce qu'il y a 6 langues au moins au Sénégal, et ceux qui ne parlent pas français ne sont pas compris. C'est très embêtant. Si vous aussi on parle de démocratie, quand on n'est même pas compris quand on parle, le Parlement ne peut pas fonctionner. Donc l'Union européenne va installer de la traduction simultanée pour que tous les députés peuvent parler et soient entendus, soient compris. Ça d'une part. Deuxièmement, nous avons parlé de l'emploi, parce que surtout l'emploi des jeunes est un grand problème. Et là, la sécurité alimentaire, l'agriculture, les possibilités énormes de l'agriculture au Sénégal. On a évoqué ça, on a parlé de ça, et je pense que le président a de grands projets avec l'agriculture au Sénégal et que les jeunes pourront y trouver leur avenir. L'Organisation mondiale de la santé diversifie son partenariat sanitaire avec Conakry, une mission qui répond à une sollicitation du gouvernement guinéen, selon le représentant Afrique de l'organisation. Je vous propose à présent de l'écouter. Cette mission répond à une requête du gouvernement guinéen à l'Organisation mondiale de la santé, qui a répondu à travers ces différents niveaux, le siège que je représente, le niveau national, le niveau Afrique. Cette requête a eu pour objectif 3 éléments.
premier, c'est pour lancer un programme de l'Organisation mondiale de la santé et l'Union européenne pour la facilitation du dialogue politique en faveur du secteur de la santé. Deuxième objectif, c'est pour relancer la requête de subvention de la Guinée au partenariat international pour la santé. Et troisième objectif, c'est pour discuter avec les cadres nationaux de tous les éléments du processus d'élaboration, du développement du plan national de développement sanitaire. Je l'annonçais en titre. Le Maroc, avec ce coup de projecteur sur les troubles alimentaires, le refus de s'alimenter ou envie compulsive de nourriture. Comment expliquer ces attitudes et comment reconnaître l'anorexie et que faire face à la boulimie? Le point sur ces troubles avec nos confrères de la télévision marocaine. Pour certains, se nourrir est un vrai parcours du combattant. C'est le cas des anorexiques. Pour d'autres, les aliments quels qu'ils soient sont devenus leur pire ennemi. C'est le cas des boulimiques. Anorexie, boulimie sont ceux que les spécialistes appellent des troubles du comportement alimentaire. Dans le cas de la boulimie, les séquelles physiques peuvent être très graves. Ça peut entraîner aussi des dilatations de l'estomac parce qu'ils sont capables d'avaler des quantités faramineuses d'aliments qu'ils ne choisissent pas. D'une manière machinale, ils vont vers le frigo. C'est comme... Et puis ils mangent. Et après, quand c'est fait, ils sont écœurés. Il y a une souffrance, il y a quelque chose. Et ils se font vomir. À l'extrême opposé des boulimiques, les anorexiques vouent un culte à la maigreur, synonyme pour eux de beauté. 1 à 2% de la population est concernée, un mal qui vise essentiellement les jeunes filles issues de milieux aisés. L'anorexie peut même conduire à la mort par dénutrition dans les cas les plus graves. L'anorexie, elle est beaucoup plus grave, dans un certain sens, et elle débute tôt, que la boulimie. Il y a certains cas où c'est la boulimie en premier qui a été mis en place, et par la suite l'anorexie. Donc on a ces deux comportements qui peuvent soit se succéder, soit précéder l'un par rapport à l'autre. La nourriture devient un cauchemar quand il y a perte de contrôle du comportement alimentaire. Quant aux causes de ces maladies, les avis sont partagés. Je pense que c'est deux maladies qui sont dues surtout au stress. La boulimie, c'est le fait de manger trop sans que ça ait effet sur soi. Et l'anorexie, c'est un genre de stress, genre avoir peur d'un truc ou... La publicité, les médias peut-être qui vont créer une image. Tous les gens maintenant ils veulent maigrir pour une belle taille, une belle silhouette, surtout les femmes. En sacralisant la maigreur, la société a fait de l'extrême minceur un critère indissociable de la beauté, perturbant les codes pour toute une génération de jeunes filles prêtes à tout pour gommer leur rondeur, quitte à nuire à leur santé. Ces conseils alimentaires nous conduisent à la mode. Nous sommes toujours au Maroc avant de refermer cette édition. Sofia Al-Arabi est marocaine. Elle a 30 ans. Elle tient un blog essentiellement porté sur la mode. Passionnée et surtout très créative, les conseils, l'inspiration et le style de la jeune femme ne séduisent pas que les internautes. Une galerie casablancaise fait appel à ses conseils depuis le mois dernier. Le coach anime des ateliers de style. Regardez. Refaire sa garde-robe avec l'aide d'une spécialiste, c'est le principe des ateliers du style avec Sofia Al-Arabi. Cette blogueuse mode propose des séances de coaching personnalisées pour les fashionistas en quête de changement. L'idée remporte un franc succès, ces jeunes femmes semblent avoir trouvé leur bonheur. On remarque de nos jours que la femme marocaine s'intéresse de plus en plus à la mode. Donc il y a plusieurs marques qui sont présentes ici au Maroc et c'est bien d'avoir des personnes comme Sofia qui accompagnent les jeunes marocaines pour savoir un peu quoi mettre. Elle m'a conseillé des super bijoux que je pourrais pas m'acheter malheureusement. Des accessoires pas toujours accessibles car Sofia a le goût du luxe. Après des études en marketing, elle décide de créer une interface en ligne qui regroupe les conceptions marocaines et internationales de la mode et de la beauté. Quant au style de la femme marocaine, elle en fait une affaire personnelle. La femme marocaine, le problème c'est que la femme marocaine n'ose pas, a peur du regard des autres. Et alors qu'elle pourrait très bien s'habiller tout simplement avec plus de couleurs, plus d'imprimés, faire des mélanges plus poussés. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut qu'elle soit guidée, et il faut qu'elle ose plus
pour mieux se mettre en valeur. Lancé il y a un mois, l'atelier du style ne désemplit pas, car ici, la seule règle, c'est se faire plaisir. C'est sur ce plaisir que nous refermons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Bonne journée dominicale en compagnie des programmes d'Africa Télévision.